Inspecteur Gadget, Scooby-Doo, Oui Oui, Ben 10, Foot de rue, Tom et Jerry, Franklin, Bob le bricoleur, et tant d'autres. Tous ces dessins animés que nous avons pu voir dans les 2 premiers épisodes de cette série ont, pour une majorité d'entre vous, eu une très mauvaise évolution, considérée comme ratée, voire même horrible. Je dois vous préciser qu'ils ne sont pas tous complètement devenus nuls aujourd'hui. On va pas se mentir, je pense que si je vous dis qu'il y a plus de 15 ans de ça, tous les dessins animés en majorité étaient tous à leur prime, je pense que vous serez à peu près d'accord avec moi. Ce format, où je parle de l'évolution des dessins animés, n'est pas là pour cracher sur toutes les franchises et toutes les licences sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Parce que certains en commentaire me disaient que on critiquait beaucoup ces dessins animés et qu'il fallait juste accepter que les choses avaient changé. J'ai une chose à dire là-dessus, critiquer ne veut pas forcément dire détester. Mais cela veut aussi dire être déçu, être triste, être nostalgique de tout ce qu'on a connu autrefois. Les haineux crachent dessus, mais les fans, les vrais amoureux inconditionnels, eux, critiquent. Et pour moi, la différence, elle est là. Sans attendre plus longtemps, les amis, vous savez pourquoi on est là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des évolutions des dessins animés, épisode 3. C'est mon avis personnel que je vous partage. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous invite tout simplement à me donner votre avis dans les commentaires, tout en pensant à respecter l'avis des autres, c'est très important. Alors dans cette vidéo, vous verrez les génériques de dessins animés que je vais vous mettre, il n'y aura pas de son dessus. Et on parle de dessins animés dans cette vidéo qui sont tellement célèbres que j'ai peur en fait d'avoir des droits d'auteur. Donc on va prendre 0 risque. À la limite, je peux vous faire les bruitages avec ma bouche, mais bon, ça va être horrible. Maintenant que tout est dit, il est temps de passer au tout premier dessin animé. La Panthère Rose est un personnage de fiction créé en 1963 par Fritz Freyland. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais on va pas s'attarder sur ça. Fritz Freyland, c'est un dessinateur américain qui a notamment travaillé chez Walt Disney et MGM. Et par rapport à la Panthère Rose, laissez-moi vous raconter une belle histoire. Même moi, je n'étais pas au courant. Saviez-vous que la Panthère Rose, c'est à l'origine un bijou volé dans le scénario d'un film policier? Ce film raconte l'histoire d'un voleur qui décide de voler une bague très précieuse qui porte le nom de la Panthère Rose. Et dans le générique du film, on y voit un animal rose qui illustre cette fameuse bague. Dans le film, elle est tellement dure à obtenir pour le voleur qu'elle en devient rare, au point d'être associée à l'image d'un animal rose qui est unique et inatteignable. Et en voyant cette fameuse Panthère Rose, les spectateurs qui regardent le film vont vite tomber amoureux de cette figure et très vite, une adaptation de plusieurs épisodes verra le jour. Voilà comment est née la Panthère Rose. Donc, 1974, la Panthère Rose débarque en France. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et quand j'étais plus petit, j'ai principalement connu ces épisodes-là. Ils appartiennent à la série qui se fait appeler The Pink Panther Show, même si dans le générique, on ne voyait et on ne retenait que le titre The Pink Panther, la Panthère Rose. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux épisode où la Panthère Rose peignait toute une maison en rose et elle se battait avec un petit bonhomme blanc? D'ailleurs, j'ai jamais su comment il s'appelait ce personnage-là. Et il se battait entre peinture rose et peinture bleue dans la maison. Et aussi le générique, parlons-en. Le générique de la Panthère Rose, l'ancien générique où elle apparaît petit à petit là. Incroyable. Est-ce que vous vous souvenez aussi d'un autre épisode où en fait ils étaient sur la plage? Il y avait un peu un duel d'ego avec un nageur un peu musclé là qui frimait. Ça se battait pour impressionner les meufs là sur la plage entre la Panthère Rose et ce mec là. Ah, cet épisode là aussi m'a fait beaucoup rire. Et il y en a tellement d'autres. Comme je vous l'ai dit, ils font partie d'une série d'épisodes qui sont pour moi légendaires. Je sais pas vous, mais il y a des dessins animés qui sont moins bien faits et qui malheureusement avec le temps vieillissent, mais la Panthère Rose fait partie d'une longue liste de dessins animés qui à travers le temps ne vieillissent pas. Je sais que quand j'aurai le temps, je me ferai un plaisir de me remater tous les épisodes de cette série là, tellement ils sont incroyables. Bref, on s'éparpille, mais à quel moment la Panthère Rose a commencé à perdre du poil de la bête? Alors comme on l'a fait dans les précédents épisodes, je vais pas passer par toutes les présentations des différentes versions qu'il y a eu de chaque dessin animé. Là, on va vraiment prendre la version originale qui a marqué beaucoup de gens et on va la comparer avec la version la plus récente qui
risque de poser le plus problème. Je vais pas passer par 4 chemins, mais voici la dernière version de la Panthère Rose que j'ai découvert en faisant des recherches. Dans un épisode précis, la Panthère Rose se rend au cinéma et fait face à l'éternel personnage en blanc. Si quelqu'un a son nom, donnez-le moi dans les commentaires. Il lui refuse l'entrée, mais la Panthère Rose, elle va quand même rentrer dans le cinéma. Mais elle va vite se faire remarquer avec son rire. Et le gérant de la salle l'expulse à plusieurs reprises, mais elle revient à chaque fois. Alors, concernant cette nouvelle version de la Panthère Rose là, je vais être honnête et je vais vous donner les points positifs et les points que je trouve négatifs, dans le sens où ça pourrait être amélioré, ça pourrait être mieux fait. Commençons par les points positifs. Le style graphique a certes beaucoup changé depuis le temps, mais personnellement, je le trouve très joli. Contrairement à d'autres franchises qui ont mal tourné, il y a de la couleur, les décors sont jolis et bien faits, et l'animation du dessin est toujours aussi naturelle et fluide. Là-dessus, vraiment, il n'y a aucun souci. Ça peut poser problème à certaines personnes, mais moi je trouve que, même si ça a changé, ça reste mignon et très appréciable. Autre point que je trouve positif, le dessin animé reprend les mêmes mécaniques de l'époque. On a connu les premiers dessins animés de la Panthère Rose, dans lequel la Panthère Rose ne parle jamais. C'est juste des visuels, des gags, parce que je sais pas si vous avez connu ça, mais il y a certaines versions en DVD que j'avais chez moi quand j'étais petit où la Panthère Rose parlait. C'était marrant, voilà, j'aimais bien, mais j'ai quand même une petite préférence pour les versions où la Panthère Rose ne parle pas. Dans ces épisodes les plus réussis, la Panthère Rose était très forte pour nous faire rire, faire passer des messages sans parler du tout. Et maintenant, il faut parler des points négatifs, de ces points qui pourraient être améliorés selon moi. Je trouve que dans cette version-là, la Panthère Rose a des traits de caractère et un comportement différent. Elle est plus maladroite, elle est moins maligne qu'avant et se fait plus facilement attraper par le garde. Dans cet épisode, en tout cas, j'ai trouvé que les gags étaient... ça me faisait moins rire. Ouais, mais Raph, t'as grandi, c'est normal. T'as plus forcément le même degré d'humour quand tu regardes des dessins animés qui, à la base, sont destinés à un public un peu plus adolescent, enfantin. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a des dessins animés de la Panthère Rose que je regarderai aujourd'hui encore et qui vont me faire péter des barres. Donc je trouve qu'il y a quand même un petit truc qui se perd. Avant, dans les gags de la Panthère Rose, il y avait des idées qui étaient vraiment innovantes. Dans les courses-poursuites entre la Panthère Rose et le mec en blanc, des gags visuels qui rendaient ces scènes uniques et incroyablement drôles. Pour l'épisode précis dans lequel on est en train de parler, c'est difficile de faire des gags visuels dans un cinéma. Le lieu n'est pas évident, mais il y a quand même un gag qui était vraiment chouette, c'est quand la course-poursuite se fait finalement sur l'écran de cinéma. Au moment où j'ai vu, j'ai trouvé ça très original et bien trouvé. Mais de manière générale, je ressens encore une fois ce ton qui s'adresse uniquement aux petits enfants. Le dessin animé se transforme en une scène tellement simple à comprendre que le gag fait moins rire que dans les versions précédentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, avant, les gags étaient également simples. Mais la simplicité de l'époque avait une efficacité qui était plus forte et unique. Cette simplicité dans les gags était à l'époque tellement plus forte qu'elle pouvait faire rire les grands comme les petits. C'est ça qui me manque aujourd'hui dans les dessins animés quand je les regarde. Après, si on parle honnêtement, cette version reste une bonne version pour les enfants. Mais si ceux qui sont nés dans les années 2010 veulent rire encore plus, je vous conseille beaucoup d'aller voir sur YouTube la série sur The Pink Panther Show. En fait, c'est les images que je vous ai montrées au tout début. Il y a même une playlist sur YouTube qui rassemble tous les épisodes de cette série-là. Donc je vais vous mettre le lien en description, comme ça si jamais vous avez envie, c'est cadeau. Et évidemment, je dois préciser que je me concentre que sur un seul épisode de dessin animé par rapport à mon analyse. N'hésitez pas, toujours, à écrire dans les commentaires pour rajouter des informations, pour venir me compléter ou pour venir me contredire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Désormais, il est temps de passer au deuxième dessin animé. Oggy et les cafards est un dessin animé français créé par Jean-Yves Rimbaud en 1998. Et Jean-Yves Rimbaud, ce n'est pas n'importe qui, c'est aussi celui qui a créé Les Zinzins de l'espace. Voilà, une personne, deux dessins animés, deux bangers. Oggy et les cafards, c'est Oggy, un chat bleu vivant tranquillement dans sa maison et se faisant régulièrement embêter par les trois mêmes cafards, Joey, Didi et Marky. Il y a aussi un autre personnage, son cousin, le chat en vert. Un dessin animé d'une efficacité redoutable. Ce qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup d'entre vous, c'est les rires bien uniques de nos trois cafards miteux et aberrants. À l'heure actuelle, Oggy et les cafards, c'est 579 épisodes répartis en 8 saisons, avec des millions et des millions de visionnages dans le monde entier. Il y a juste un détail que j'ai pas compris, c'est que Oggy et les cafards est un dessin animé français, créé par des Français, mais qui a été diffusé pour la première fois aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. Vous savez que ce format sur les dessins animés, c'est pas que pour parler des mauvaises évolutions des dessins animés, hein. Ça, vous le savez. Bah vous inquiétez pas, ça va pas changer. Oggy et les cafards s'est malheureusement fait bousiller lui aussi. Alors, j'ai pas vu énormément de choses, mais je suis juste tombé sur la nouvelle bande-annonce de Oggy et les cafards pour la saison 8. Bah regardez quoi.
Ça ressemble à ça. Ouais, bah j'ai envie de dire c'est la même chose mais en différent. Et là, c'est pas une question d'être rabat-joie ou quoi que ce soit, car ce changement de graphisme pour Oggy et les cafards, il est tout récent. Comme je vous l'ai dit, les images que vous voyez là correspondent à l'annonce de la saison 8. Et maintenant, je vous remets des images de la saison précédente, donc la saison 7. Et dans la saison 7, bah, on avait les anciens graphismes. Pourquoi? Vous avez fait quoi là, les producteurs? En une saison, ils ont tout changé. Que des mauvaises évolutions, oui, il y en a, mais ici, depuis la saison 1, le dessin animé avait super bien évolué. Avec le temps et avec les outils pour travailler les dessins animés, tout ça, la qualité s'était même améliorée. C'est vraiment un dessin animé qui a gardé ses graphismes et le même style pendant 7 saisons, tout en évoluant bien, et d'un seul coup, il décide de changer de graphisme. C'est quand même surprenant. Étant donné que les seules images que j'ai pu trouver pour cette vidéo, ce sont que cette bande-annonce, on peut que juger avec les graphismes que l'on a actuellement. On a que ça à se mettre sous la dent. Donc on peut pas énormément juger non plus. C'est joli, mais personne n'est content de ce changement. Tout le monde adore cette version-là, parce que c'est la meilleure version. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il y a deux choses qui me perturbent énormément pour le moment. La première, je vous l'ai dit, c'est les graphismes. La série qui nous a prouvé qu'elle aimait beaucoup l'ancienne version a quand même gardé les mêmes graphismes pendant 7 saisons. Alors pourquoi avoir changé lors de la 8ème? Avoir fait ce choix de tout changer alors que tout allait si bien jusque-là? Donc parlons des graphismes. Jusqu'à la saison 7, en une seule minute d'animation, nos personnages avaient d'innombrables expressions de visage pour donner plusieurs ressentis qui étaient complexes. Plusieurs façons de s'énerver, plusieurs façons de sourire, de rire, d'être jaloux ou même d'avoir mal, puisque c'est de la baston entre chats et insectes, quand même. Et là, dans la saison 8, Oggy, avec ses graphismes plus simplifiés, a des expressions plus simples, légères et sans fond derrière. Voilà, donc je veux pas juger trop vite une simple bande-annonce, mais je sens bien que la franchise va devenir moins intéressante quand même. Et du coup, le deuxième point négatif, c'est la 2D. On sent bien que dans Oggy et les cafards, la version originale, vous savez, c'est les dessins qui sont tellement bien faits qu'on a l'impression que les personnages sont en 3D. Le fait que ce soit aplati en 2D, bah du coup ça fait un peu une animation, tu vois, genre c'est une marionnette que tu tires à la ficelle, tu vois, ça fait un peu ça comme animation. Il n'y a plus cette profondeur qu'on avait avant. Et même dans l'espace, les personnages se déplacent différemment. Regardez la saison 7, vous avez un extrait où Oggy est dans le jardin, et on sent, voilà, le personnage se déplace dans le jardin, il y a de la profondeur, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, dans la bande-annonce, bon, bah, on a une vue de face, mais quand même, c'est tout simple. Mais l'utilisation de l'espace et des personnages, ça a un impact assez énorme sur les gags visuels du dessin animé. Et si dans Oggy et les cafards, tout devient aplati comme la bande-annonce a l'air de nous le montrer, vous le sentez venir, mais en termes de liberté, d'animation visuelle et de gags proposés dans le dessin animé, j'ai l'impression que tout ça va bien s'appauvrir. Je me dis qu'il va vraiment leur falloir des idées originales pour réussir à nous faire rire, ce qui est quasiment impossible. La version d'avant, la version originale d'Oggy et les cafards, c'est la meilleure. C'est l'ancienne version qui régnait dans l'esprit collectif. Elle avait tout gagné et régnait en maître, et en une saison, ils ont tout cassé. C'est ringard ce que j'ai fait, mais ils ont tout cassé. C'est la vérité. Et je dis pas que la saison 8 va être totalement nulle, ils étaient pas obligés de faire ça. Il y aurait pu avoir une saison 8 excellente, avec les mêmes graphismes et le même style d'animation qu'avant. Et ce qui est nouveau dans cette situation, c'est qu'on fait face à un nouveau problème. La saison 7, comme je vous l'ai dit, qui est la dernière saison à garder les graphismes de la version originale, est sortie en 2018. Même la génération qui est née en 2010 a eu le temps de profiter, de découvrir et de s'attacher à la version originale de Oggy et les cafards. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas leur choix. Et maintenant, on va passer au troisième dessin animé. Denver le dernier dinosaure est un dessin animé franco-américain créé par Peter Keefe et réalisé par Tom Burton. En France, la série a été diffusée à partir du 20 mars 1989 sur la chaîne de France 3 dans l'émission Sam Dynamite. Denver le dinosaure, c'est quoi? C'est un groupe d'enfants californiens qui, sur un terrain vague, vont découvrir un œuf de dinosaure dans lequel se trouve Denver. C'est un des derniers dinosaures vivants et celui-ci aime le rock, la guitare et le skateboard. Fin des années 80, début des années 90, dans les dessins animés populaires, on a eu beaucoup de dinosaures quand même. Et Denver a laissé de très bons souvenirs à la génération 80 et 90. Dans le dessin animé, on découvre que c'est un dinosaure gentil, qui est bon vivant et qui imite beaucoup ses amis humains. Il arrive aussi à voyager dans le temps grâce à sa coquille d'œuf de dinosaure qui lui permet de retourner à l'époque des dinosaures pour lui permettre de faire découvrir son époque à ses amis. Et au passage, il découvre aussi la vie humaine
à travers toute la ville. Et je n'ai pas tout regardé, mais Denver est aussi la cible d'un humain un peu plus méchant qui cherche à le capturer pour chercher à s'enrichir, tout simplement. Pour l'instant, je ne fais que vous rappeler que de bons souvenirs, puisque je n'ai pas du tout vu Denver. Étant né en 2002, à vrai dire, je peux pas trop donner mon opinion personnelle, mais en tout cas, j'ai regardé quelques extraits de ce dessin animé-là et je trouve ça vachement cool. Si jamais il y a des personnes des années 80 et 90 qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis par rapport au dessin animé de Denver pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur ce dessin animé. Et aussi, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'aimez pas son évolution actuelle, parce que là aussi on va y venir, ça va piquer. Visuellement, il y a une grosse différence, c'est assez radical. Quand Denver et ses amis se rendent à l'époque des dinosaures, il y a même une voix off qui explique le nom de certains dinosaures, donc il y a un côté un peu instructif auprès des enfants que je trouve vachement cool. Ça me fait un peu penser à Bob le bricoleur ou certains dessins animés qui, au travers du divertissement, ont aussi envie de partager du savoir sur les enfants qui les regardent. Et des dessins animés comme ça, en vrai, ça marche plutôt bien. Il n'y a eu qu'une seule version de Denver et elle comporte 52 épisodes dans la saison. Et franchement, c'est bien, c'est tout. On pourrait s'arrêter là, tu vois, ça aurait fait le bonheur d'une génération à un moment donné et c'est très bien. Mais non, pas du tout. C'est pas ce qu'ont dit les producteurs, parce que en 2015... cette fameuse année maudite, pas de 2015 cette fois-ci, mais on va surtout parler de 2018. C'est cette année-là qui porte malheur pour Denver. Cette année-là donc sort la nouvelle version de Denver et elle ressemble à ça. Vous avez vu quoi? Même moi qui connais pas Denver, je vois que là, les graphismes, c'est un peu, comment dire, totalement différent, si on peut dire ça. Après, c'est quand même très joli. La première chose, c'est que tout a littéralement changé. Les graphismes et le style d'animation qui représentaient si bien l'époque, ont totalement disparu quoi. Voilà, c'est toujours la même chose. Les petits enfants de 2024 vont adorer, mais c'est tout. Petite pensée pour ceux qui étaient dans les années 80-90. J'ai pas grand chose à dire car j'ai pas du tout vu, mais ce que je remarque bien, c'est que le langage des personnages dans la version originale était intelligent, soutenu et riche en vocabulaire, et instructif comme je vous l'ai dit auprès des enfants. Dans la nouvelle version, rien à voir, mais les discussions sont des discussions de gamins, tout simplement. Il est temps de passer au 4e dessin animé. Charlotte aux fraises est un dessin animé américain, créé d'après le personnage homonyme du groupe américain Iconics. En gros, à l'origine, le Charlotte aux fraises était un personnage qui était notamment présent dans des produits américains, dans des cartes de vœux américaines aussi, et c'est ce qui a donné les épisodes de dessin animé Charlotte aux fraises que vous avez connus par la suite. En gros, ils ont récupéré les droits, ils se sont inspirés de cette petite fille qui apparaissait pour l'aspect commercial dans le pays, pour en faire tout un dessin animé. Charlotte aux fraises, c'est 44 épisodes de 22 minutes diffusés aux États-Unis à partir du 11 mars 2003. Puis apparu en France le 8 juillet 2006 sur la chaîne de M6 dans l'émission de M6 Kids. Charlotte aux fraises, c'est une fille qui vit des aventures et des mésaventures avec ses amis dans un monde entièrement composé de gourmandises. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Charlotte aux fraises quand j'étais petit, c'est surtout parce que j'étais pas le public visé. Voilà, c'est pas plus simple que ça. J'ai regardé un épisode de Charlotte aux fraises pour voir à quoi ça ressemble et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que visuellement, c'est très riche. Elle vit dans un monde rempli de fraises, même sa maison est faite de fraises. Quand il pleut, c'est des fraises, et quand elle chie, c'est des fraises. Non, je vais pas rigoler sur ça quand même. Non, Raphaël. Bref, tout ça pour dire que l'univers de ce monde est très joli, et visuellement, pour les enfants qui regardent, c'est vachement beau. J'ai pas grand chose à dire de plus car tout est mignon. Même les dialogues et les histoires sont bien. Je comprends parfaitement que cela ait pu plaire aux enfants qui ont connu ça. Mais désormais, on va parler de la dernière version de Charlotte aux fraises. Et si je vous parle de ça, c'est évidemment parce que vous vous doutez qu'il y a eu un changement qui est radical. Eh bien, c'est de la 2D. On est passé à une Charlotte adolescente. Le monde gentil de la fraise a disparu et est remplacé par le décor de sa chambre et de la ville entière. Alors, il y a encore des traces de gourmandise qui sont restées dans le dessin animé de Charlotte aux fraises, cuisine des gâteaux, il y a encore cette notion de cuisine, de pâtisserie qui est là. Vous connaissez déjà mon avis, mais j'ai tendance à penser qu'avec le temps, de nombreux dessins animés viennent à se ressembler de plus en plus. Soit on fait face à une 3D qui s'implante dans beaucoup de licences, ou soit un nouveau style de dessin en 2D qui vient remplacer l'ancienne version, comme pour le cas d'Oggy et les cafards. Un style qui ressemble moins à la version originale et qui devient un peu plus simpliste, cherchant à se renouveler.
C'est vrai, les dessins animés évoluent avec le temps. Parfois, t'as quand même des évolutions où t'as un sacré virage qui est pris dans les choix scénaristiques, dans les graphismes et dans plein d'autres choses. C'est pas forcément obligé d'en arriver là à chaque fois. Il y a des évolutions qui des fois sont pas logiques. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un vrai changement pour tous les dessins animés? Il y a des dessins animés qui sont très bien et qui sont très populaires dans leur version originale et qui ont besoin de quelques petites améliorations. Mais faire des gros changements, est-ce que c'est vraiment obligé et nécessaire pour toutes les licences? Certaines franchises auraient pu simplement être améliorées en graphisme mais rester dans le même style au lieu de se voir changer radicalement. Certains choix auraient pu être faits pour que le dessin animé continue de plaire aux grands et aux petits. Mais ce n'est pas le cas ici. Juste pour pointer du doigt que, aux yeux des fans, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans beaucoup de franchises. Il y a un style un peu différent, on arrive à comprendre que c'est toujours Charlotte aux fraises, etc. Enfin voilà, que ça a un peu changé, mais on compare les deux et visuellement c'est pas du tout la même chose et c'est ça qui est dommage. Pour le cas de Charlotte aux fraises, n'hésitez pas une fois de plus à me donner votre avis dans les commentaires. Il est temps de parler des mystérieuses cités d'or. Ça m'angoisse de parler de lui. Les Mystérieuses Cités d'Or est une série franco-nippo-luxembourgeoise, c'est très précis. Une série de type fantasy historique, puisque ça mélange fiction et réalité. Donc là, on est en Amérique, et il y a certains faits culturels qui sont intégrés dans le dessin animé. La série est initialement diffusée au Japon sur la chaîne NHK à partir du 29 juin 1982. En France, elle se diffuse un an plus tard, le 28 septembre 1983. Je ne vais pas pouvoir parler énormément des Cités d'Or, parce que de 1, je n'ai jamais vu ce dessin animé là. Deuxièmement, j'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube, j'ai facilement trouvé des extraits de la nouvelle version des Cités d'Or qui est apparue en 2012. Par contre, concernant la version originale, je n'ai pas du tout trouvé sur YouTube des épisodes complets de cette version-là. Je me suis rendu compte que ce dessin animé était en réalité disponible sur Prime Video. Comment vous dire, flemme en fait de payer de la thune qui sert à rien. Et je tenais à vous en parler parce que ça fait 2 épisodes que vous me parlez des Cités d'Or. C'est pas forcément moi qui vais pouvoir vous raconter de la meilleure manière l'évolution des Cités d'Or, mais c'est vous. Je vous invite à expliquer en commentaire pourquoi vous aimez ce dessin animé là, pourquoi vous n'aimez pas l'évolution qu'il a eu. Il y a même des commentaires que je pourrais épingler, comme ça pourra servir d'information qui viendrait compléter mes informations de ma vidéo. Et j'ai envie de dire que c'est fini pour cette vidéo, mais non. On va parler rapidement d'un dessin animé en plus qui a très mal évolué je trouve. Nous allons parler des Razmoket. Les Razmoket est une série américaine créée par Harlan Klasky et Gabor Ksupo et diffusée entre le 11 août 1991 et le 1er août 2004 sur Nickelodeon. C'est un dessin animé qui raconte l'histoire d'un groupe de bébés de 3 mois à 3 ans qui se baladent un peu partout et vivent leurs expériences. Ils ont un chef qui s'appelle Casse-Bonbon. Si je vous parle des Razmoket, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, mais je vous en parle quand même parce que les graphismes qui ont évolué des Razmoket, c'est totalement horrible en fait. C'est-à-dire que les Razmoket ont un style à part entière en dessin qui est vraiment unique. Et quand tu regardes l'évolution des Razmoket, tu vois qu'ils ressemblent à ça en 3D. Il y a certaines images en 3D, j'ai l'impression qu'ils font plus peur qu'autre chose. Les Razmozouzou là. Pour la version originale, j'ai regardé quelques épisodes et je les ai trouvés marrants et touchants pour certains. Je ne connais pas plus que ça ce dessin animé, juste que sur certains plans en 3D de la nouvelle version, je trouve qu'il pourrait même effrayer les enfants. Et voilà les amis, c'est la fin de ce 3e épisode sur les dessins animés. J'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment essayé dans cet épisode-là d'apporter un peu plus d'arguments, parce que dans l'épisode 1 et l'épisode 2, j'avais tendance à dire c'est en 3D, c'est moche et c'est tout. Enfin bref, j'ai dit beaucoup de choses et voilà. Oh, la pire outro. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.